Donc, bienvenue à cette table ronde qui est la dernière table ronde d'une série de 3 qui avait été lancée à Sciences Po Grenoble pour réfléchir à la question de la liberté d'expression, de la liberté académique. On a décidé de consacrer la dernière table ronde à la question des réseaux sociaux qui, comme tout le monde le sait, jouent un rôle fondamental aujourd'hui dans la formation des citoyens, dans la vie démocratique, dans l'existence d'un espace public et qui ont un fonctionnement un peu particulier parce que les réseaux sociaux, c'est le règne de la punchline, du clash, c'est le règne des arguments simples et définitifs, c'est aussi le règne de l'information approximative ou fausse, de l'idée que la fin justifie les moyens et que finalement, toute information, vraie ou pas vraie, est bonne à avancer si ça sert une cause intellectuelle ou politique. Très récemment, on a appris que Elon Musk voulait racheter Twitter et qu'il avait une conception de la liberté d'expression assez particulière, peut-être un peu trumpienne. Donc on va s'interroger sur toutes ces questions. Comment lutter contre les excès des fake news, comment lutter contre les cyberattaques, comment éviter la fuite d'informations aussi, comment se prémunir contre les ingérences de puissances étrangères via les réseaux sociaux. Il y a eu un rapport du Parlement européen très intéressant à ce sujet assez récemment, et comment éviter aussi que la régulation des informations sur les réseaux sociaux ne soit une mise sous tutelle de l'espace public. Pour répondre à toutes ces questions, 3 intervenants aujourd'hui. Dominique Cardon, qui est professeur de sociologie à Sciences Po Paris, Charles Girard, qui est maître de conférence en philosophie à l'Université de Lyon 3, et Florence Gzell, qui est professeur de droit à l'Université de Lorraine. Charles Girard va ouvrir les débats par une intervention assez générale sur les principes qui peuvent guider l'effort de régulation des réseaux sociaux dans le cadre d'une réflexion sur la communication publique, en démocratie. Dominique Cardon suivra avec une mise en contexte historique de la question de la régulation du web et des réseaux sociaux. Et ensuite, Florence Gzell prendra la parole pour une intervention plus focalisée sur les derniers développements de la régulation des réseaux sociaux, notamment le fameux Digital Service Act qui est en cours d'élaboration et d'adoption, ses effets prévisibles et ses limites, et peut-être aussi quelques mots sur les perspectives de régulation aux États-Unis. Charles, vous avez la parole pour une première intervention. Merci beaucoup. Et merci à Sciences Po Grenoble pour l'invitation et pour l'organisation de ce cycle de conférences. Donc, je vais pour ma part aborder la question de la régulation des réseaux sociaux, non pas en spécialiste du droit de la communication ou en sociologue des médias, mais du point de vue de ma discipline, qui est la philosophie politique et la philosophie juridique. Donc en considérant les principes qui peuvent guider la régulation de la communication publique en démocratie et les difficultés que soulève l'application de ces principes aux réseaux sociaux spécifiquement. Alors on sait que la régulation de la communication publique est devenue un impératif politique en Europe, où à la fois les États nationaux et l'Union européenne sont appelés depuis plusieurs années à établir de nouvelles règles du jeu et ont affirmé une ambition, celle de tracer une troisième voie, celle d'un Internet régulé, ce qui inclut évidemment les réseaux sociaux, entre le modèle autoritaire de l'Internet sous surveillance en Chine ou en Russie et la politique globalement de laisser-faire qui a prévalu aux États-Unis et qui a permis aux géants du web d'acquérir un pouvoir considérable très peu régulé. Les causes de cette ambition régulatrice et les enjeux associés à ce projet sont multiples, social, économiques, géopolitiques. Je vais seulement me concentrer sur la visée politique explicite de ce projet régulateur. Face aux nouvelles technologies et face aux nouvelles pratiques qui constituent les réseaux sociaux, il me semble qu'il y a un double objectif principal qui est proclamé dans les discours politiques. Premier objectif, protéger les individus et les droits individuels contre les dangers qui sont créés par la communication en ligne dérégulée, tout particulièrement dans le cas des réseaux sociaux. Dangers illustrés par les phénomènes de harcèlement, d'appel à la violence, de discours racistes, plus généralement de discours de haine, etc. Et il me semble que cette ambition est une double réponse. En fait, réponse d'abord à ce qui est perçu et ce qui est souvent décrit comme une brutalisation des échanges sur les réseaux sociaux, qui est liée très clairement à la généralisation de la possibilité d'intervenir sans effort ni médiation, à distance, parfois de manière anonyme, dans des espaces très multiples auxquels on n'appartient pas, sans vision claire souvent de qui y appartient ou qui y est situé, qui peut entendre, ce qui vient complètement bouleverser les codes usuels des interactions sociales. Réponse aussi
au phénomène massif qu'est l'accroissement vertigineux de la quantité de contenu diffusé, de leur vitesse de circulation sur les réseaux sociaux, ce qui rend les mécanismes traditionnels de contrôle de l'expression dans les médias inopérants. Donc, pour le dire simplement, toutes les conditions habituelles de l'herméneutique judiciaire, c'est-à-dire de l'interprétation réglée par le juge de la signification des actes d'expression dans leur contexte à une certaine distance temporelle, ces conditions ne peuvent pas être réunies lorsque les échanges sont démultipliés et accélérés à cette échelle, que l'enjeu est souvent de faire retirer les contenus jugés les plus dangereux ou les plus nuisibles très rapidement, et qu'on doit s'appuyer sur des jugements pris en quelques secondes et sur le recours massif à l'intelligence artificielle. Donc, premier objectif, protection des droits individuels et des individus. Et en même temps, il y a un deuxième objectif distinct qui est de rendre possible un certain type de communication, alors dont la nature et les frontières sont rarement claires, mais qu'on associe en gros à une forme de communication publique exigée par la démocratie, qui est une condition nécessaire de la politique démocratique. Il s'agit, pour le dire vite, d'assurer le débat public, la possibilité du débat public, entendu en un sens large. Là aussi, on peut voir cette ambition comme une réponse à la menace perçue, causée par le fonctionnement des réseaux sociaux qui sont accusés de favoriser certaines pathologies de l'espace public, en particulier la circulation de fausses informations et aussi le renforcement de phénomènes de polarisation, de clivage, d'entre-soi idéologique. Réponse aussi à un autre constat massif, celui de la puissance considérable accumulée par quelques acteurs privés, quelques plateformes en ligne, et derrière parfois 1 ou 2 milliardaires, qui détiennent un pouvoir colossal de régulation privée, un pouvoir privé de régulation, pouvoir d'une part de contrôle, ou voire si l'on veut de censure des contenus, pouvoir d'autre part de définition, d'organisation, d'administration de l'architecture de ces arènes que sont les réseaux sociaux. Des acteurs privés donc qui se retrouvent jouer un rôle régulateur qui était traditionnellement associé aux autorités publiques, alors même que très clairement, donc rôle d'institution de l'espace public démocratique dans le respect des droits et des intérêts individuels, alors même que leur fin première, évidemment, n'est pas celle-là, n'est pas, quoi qu'ils en disent, l'institution de l'espace public ou la protection du débat public, mais que ce sont des entreprises privées dont le modèle économique est en gros l'accumulation, la centralisation, la commercialisation des données des utilisateurs. Voilà, donc il y a deux mots d'ordre qui répondent à ces diagnostics, à ces dangers perçus: protéger les individus, promouvoir alors, le débat public, mais en un sens très large, la communication conforme à certaines exigences relatives au cadre démocratique. Ces deux mots d'ordre me paraissent omniscients dans les discours politiques à propos de la régulation Internet, mais assez peu interrogés finalement. Il me semble notamment que si on regarde les législations nationales, donc je ne parle pas des autres formes de régulation dont va parler Dominique, ni du Digital Services Act dont va parler Florence, mais les grandes lois qu'on a eues en Allemagne et surtout en France me paraissent avoir été quand même très largement réactives, c'est-à-dire procédant d'une volonté de faire face, ou de paraître faire face dans certains cas, à la menace perçue comme la plus urgente, sans forcément procéder d'une vision cohérente un peu globale de ce que peut être, de ce que doit être la communication en ligne, si elle doit préserver les droits et rendre possible la discussion démocratique. Si il me semble qu'une réflexion sur les principes qui peuvent guider la régulation est nécessaire, même si on accepte ces deux mots d'ordre sur leur signification, c'est parce qu'en fait leurs conséquences ou leurs implications ont de chances d'être contradictoires ou conflictuelles. Une question centrale, un point central qui le montre, c'est les controverses sur le sens de la liberté d'expression et sur les limites de la liberté d'expression dans le cas des réseaux sociaux. Alors, il est évident qu'il y a des conflits potentiels entre, d'un côté, la liberté d'expression des uns, et puis de l'autre côté, toute une série de droits pour les autres, le droit à la réputation, le droit à la sécurité, le droit à la dignité dans certains cas. Mais il y a aussi des conflits entre la liberté d'expression des uns et la liberté d'expression des autres. Des conflits internes à la liberté d'expression, si on veut, simplement parce que certains acteurs ont accumulé un pouvoir de régulation plus ou moins étendu, qui est parfois pas très étendu, peuvent, en s'exprimant, en exerçant quelque chose comme une forme de liberté éditoriale, empêcher ou limiter l'accès à la parole d'autres acteurs. Alors, ces conflits sont évidemment difficiles à trancher, et c'est l'un des enjeux de la qualification, notamment juridique, du statut en fait, des plateformes en ligne. En tant qu'entreprise privée, elles pourraient en principe
invoquer quelque chose comme une liberté de choix éditoriale. Aux États-Unis, elles peuvent, dans certains cas, invoquer le premier amendement pour justifier la régulation des contenus, la suspension de comptes, la suppression de contenus, etc. Et en même temps, en tant que ces entreprises privées organisent, administrent des espaces qui ont acquis la fonction de place publique centrale pour la communication, parfois peut-être incontournables, elles peuvent aussi être potentiellement soumises, et c'est reconnu par certaines juridictions européennes, à l'obligation de respecter le droit fondamental à la liberté d'expression de leurs usagers. Donc, la liberté d'expression se retrouve selon l'ordre juridique, mais aussi un peu selon la logique de caractérisation en amont du droit, de compréhension du type d'acteur auquel on a affaire. La liberté d'expression est invocable d'un côté ou de l'autre. Donc, premier ordre de conflit, auquel s'ajoutent des conflits qui sont liés en fait au fait qu'il y a deux objectifs distincts qui sont poursuivis. Entre la préservation des droits individuels, et en particulier du droit à la libre expression, d'un côté, et puis de l'autre, l'effort pour instituer les conditions d'une forme de débat public ou d'accès au débat public. Donc typiquement, des mesures qui veulent assurer l'accès à certains forums d'expression, empêcher qu'on puisse être exclu par le propriétaire privé de ce forum, ou des mesures qui visent à lutter contre les stratégies de désinformation ou assurer l'accès à des informations fiables. De telles mesures peuvent interdire ou restreindre ou défavoriser certaines formes d'expression, ou en tout cas d'usage de la liberté d'expression. Donc on a un conflit potentiel entre les fins qui sont poursuivies. Alors bien sûr, distinguer deux fins est peut-être un petit peu rapide, préservation de la liberté d'expression d'un côté et puis institution du débat public de l'autre, si on admet que la liberté d'expression est dès le départ quelque chose comme un droit politique, comme une liberté politique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un droit privé à s'exprimer comme on l'entend, c'est un droit à participer à la discussion publique à égalité avec les autres. Et de fait, c'est l'interprétation dominante en Europe qui est donnée par les principaux textes juridiques, ou du moins leur interprétation actuelle, et par la rhétorique politique également. La liberté d'expression tire sa valeur, pas seulement, mais notamment et premièrement, de ce qu'elle est une condition de la démocratie. Mais admettre cela, ça ne fait pas disparaître le problème, c'est-à-dire les conflits potentiels liés à l'effort de régulation. On va se retrouver inévitablement, et il faut juste penser la manière de les résoudre, face à des conflits entre différentes dimensions de la liberté d'expression. Liberté de s'exprimer sans être censuré, liberté de participer à une forme de communication publique qui présuppose déjà une régulation. Tout simplement, parce que pour le dire simplement, une discussion minimalement libre, pas trop inégalitaire, suffisamment publique, qui en plus respecte les droits fondamentaux des individus, n'émerge pas spontanément. Elle suppose des règles. Donc, en un mot, simplement invoquer la défense de la liberté d'expression comme ligne directrice, comme l'a fait encore Elon Musk la semaine dernière pour justifier son acquisition de Twitter, présenter cela comme son principal motif, invoquer la liberté d'expression et sa défense, ce n'est pas du tout trancher la question des principes qui doivent guider la régulation d'Internet. Parce qu'elle est de tous les côtés, la liberté d'expression. Donc l'invoquer, c'est juste poser la question. C'est poser la question du sens des principes que l'on se donne. Les limites qu'on peut mettre à la liberté d'expression, et il y en a toujours, les protections qu'elle appelle, et il y en a toujours, dépendent du sens qu'on lui donne, et dans le contexte européen, à cause de ce lien qui est fait entre liberté d'expression et démocratie, cela dépend de la vision qu'on se donne de ce que doit être l'espace public démocratique. Alors cette idée d'espace public, qui connaît des interprétations très diverses en philosophie et ailleurs, disons qu'elle renvoie très schématiquement à l'idée que les informations doivent pouvoir circuler et les opinions doivent pouvoir s'affronter, se confronter les unes aux autres, dans un échange qui assure des conditions au moins minimales d'égalité des participants, de publicité des échanges et puis de liberté des discours. Et ça ne vaut pas juste pour ce qui est formellement, ce qui ressemble à des débats contradictoires à propos de l'actualité politique ou des campagnes en cours. Ça vaut plus largement pour la diffusion des récits, des témoignages, des données, des performances, des images qui contribuent à nourrir les échanges publics, la confrontation publique des points de vue avec une dimension politique. Donc, la question qui se pose, c'est quel sens peuvent prendre de telles exigences d'égalité, de publicité, de liberté pour la communication en ligne et en particulier sur les réseaux sociaux.
à la naissance d'Internet et jusque dans les années 2000, certains commentateurs espéraient qu'une communication en réseau, spécifiquement, permette de réaliser enfin une forme de communication véritablement égalitaire, plutôt que asymétrique, comme la communication de masse, où il y a quelques émetteurs et beaucoup de récepteurs, véritablement publique, plutôt que sélective, ramenée à quelques points de vue assez limités finalement, puis le reste est évacué, et véritablement libre, plutôt que soumise au contrôle des journalistes et puis des auteurs des médias de masse. Il est très clair aujourd'hui que cet avènement d'une forme de communication pleinement libre, égalitaire et publique ne s'est pas du tout produite. Ces trois problèmes n'ont pas été résolus. Enfin, les trois problèmes de la réalisation de ces exigences, leur satisfaction au moins minimale, n'a pas du tout été résolue. Les problèmes ont simplement été reconfigurés, déplacés, si on veut. Donc je vais juste maintenant préciser un peu en quoi consiste, de mon point de vue, cette reconfiguration. Donc, en partant en fait des exigences qu'on associe à l'idéal démocratique, qui sont travaillées par la philosophie politique et la philosophie du droit, qui trouvent certaines formes d'incarnation, notamment dans les pratiques et dans le droit, et en essayant de voir les difficultés que soulève leur application aux réseaux sociaux. Donc, premier principe et premier problème, celui de l'égalité. Donc, l'égalité politique des membres d'une société démocratique suppose notamment qu'ils puissent participer à armes pas trop inégales au débat public. La consécration de la liberté d'expression comme un droit fondamental, donc nécessairement égal pour tous, peut être vue comme reflétant un peu cette idée. Et en même temps, un droit formel à la liberté d'expression, évidemment, ne suffit pas à mettre ceux qui l'exercent, ce droit, sur un pied d'égalité pour l'exercer. Alors, il y a beaucoup de facteurs d'inégalité dans l'exercice de la liberté d'expression. Juste insister sur un point qui me paraît central. L'asymétrie entre le petit nombre d'émetteurs et le très grand nombre de récepteurs dans la communication de masse, dans la diffusion de masse traditionnelle, crée une inégalité radicale d'accès à la parole médiatique. Et par contraste, il est certain que les réseaux sociaux ont considérablement démocratisé l'accès à la parole médiatique. Mais on voit bien que cet accès, en même temps, s'accompagne d'une inégalité qui est tout aussi radicale de visibilité, avec des degrés de visibilité extrêmement différents, puisque l'accessibilité d'un contenu pour celui qui sait qu'il existe et qui sait où le chercher ne fait pas sa visibilité pour celui qui l'ignore ou qui ne sait pas où le trouver. Il faut savoir qu'un discours accessible est là pour le trouver, ça ne le rend pas d'emblée visible. Et donc le mécanisme de sélection des contenus qui vont être appelés à gagner un très fort niveau de visibilité n'a pas disparu, mais c'est juste déplacé. Plus à l'entrée de l'espace médiatique, mais en son sein, plus dicté par le seul choix des journalistes, des opérateurs des médias, des gardiens des médias, mais résultant de la multitude de choix des internautes qui vont approuver, citer, liker, relayer, retweeter, etc. Des contenus. Et cette dissolution, cette diffractation du pouvoir de sélection nourrit parfois l'idée, encore aujourd'hui il me semble, dans les commentaires sur le sujet, qu'au fond, le pouvoir de sélection qu'on identifiait dans les médias de masse et qu'on leur reprochait d'exercer souvent a disparu, s'est dissous, ou en tout cas qu'il échappe désormais à la régulation pour une raison qui est pour le coup tout à fait juste, qui est qu'on ne peut évidemment pas forcer les internautes à s'exprimer d'une certaine manière sur certains sujets ou à prêter attention à certains contenus sans porter atteinte en même temps à ce qui fait le cœur de la liberté d'expression. Dire ce qu'on veut dire, écouter ce qu'on veut écouter. Donc on a cette impression de dissolution du pouvoir de sélection qui masque en fait le fait que il y a une concentration qui perdure, qui est peut-être même sans équivalent par rapport à l'histoire récente, liée au fait que les choix des internautes sont d'une part en amont orientés par le design et l'architecture des réseaux sociaux qui définissent les actions possibles, qui distribuent des incitations, etc. Et en aval par le fait que l'agrégation des comportements individuels, des actes de sélection miniature individuelle, se fait par les algorithmes dont le paramétrage n'est évidemment pas neutre et qui contribuent à produire ensuite les hiérarchies de visibilité. Par exemple, le fil d'actualité de Facebook. Donc, l'accent mis très souvent dans les débats sur la régulation des réseaux sociaux sur le contrôle des contenus, la question du discours de haine, de la désinformation, qui sont des questions cruciales, hein, évidemment, masque, il me semble assez souvent, une question importante, y compris du point de vue de l'égalité, qui est celui de la répartition inégale du pouvoir de mise en visibilité ou de l'influence sur les processus de sélection et de mise en visibilité. Comment penser leur juste répartition ?
Deuxième principe, deuxième problème, la publicité des échanges, qui est donc solidaire de l'égalité des participants dans les conceptions de l'espace public. Là encore, la publicité qui trouve une traduction juridique dans le droit à l'information, dans la liberté de la presse, dans les libertés des médias, traductions qui ne suffisent pas à assurer la circulation effective ni des opinions, ni des informations de manière transversale au sein des espaces publics numériques et notamment des réseaux sociaux. Et donc on voit bien que par rapport disons à l'âge des grands médias généralistes, on a gagné en publicité au sens où on n'a plus une sélection aussi drastique des contenus qui vont accéder à l'existence médiatique. Et en même temps, en un sens, on a perdu en publicité puisqu'on n'a plus une expérience aussi commune, regroupant un nombre aussi grand d'individus, et qu'on a une fragmentation inévitable et considérable en une multitude d'arènes, parfois d'enclaves relativement isolées, au sein desquelles on peut retrouver une homogénéité des contenus, une homogénéité idéologique, parfois encore plus forte que ce qui pouvait exister dans les grands médias généralistes. Alors, ça crée des problèmes en termes de polarisation idéologique, de radicalisation potentielle, mais aussi tout simplement, en réalité, d'exposition asymétrique, inégale aux informations et aux opinions existantes dans la société. C'est facilité par les comportements des internautes, là encore, par ce qu'on décrit parfois comme une tendance à l'homophilie, à la recherche de perspectives avec lesquelles on soit d'accord et qui sont proches des nôtres, mais c'est surtout aggravé par la personnalisation croissante que permettent les réseaux sociaux, dans de nombreux cas en tout cas, en termes de paramétrage des contenus de l'offre de contenu auquel on va être exposé. Et de l'autre côté, le pendant du côté des techniques mises en œuvre par les plateformes et puis par les acteurs les mieux à même d'utiliser de jouer des algorithmes, disons, qui déterminent la visibilité, le progrès de techniques de ciblage des publics qui permettent d'adresser des discours adaptés à des publics particuliers, ce qui pose problème dans les cas de désinformation, mais parfois aussi dans des cas où il n'y a pas de désinformation. Une simple différence de discours politique, sans être factuellement forcément problématique, à des publics différents, constitue en soi un phénomène qui peut être inquiétant. Là encore, on ne peut pas, sans empiéter sur la liberté d'expression, prétendre vouloir exposer de force les utilisateurs des réseaux sociaux à des contenus qu'ils ne veulent pas voir. On ne peut pas prétendre forcer leur choix individuel. Ça serait nier, là encore, ce qui est le cœur de la liberté de communication. Mais on peut vouloir encadrer les choix structurels qui portent sur l'architecture des réseaux sociaux, sur ce qui permet la plus ou moins grande ouverture, la plus ou moins grande visibilité de grande diversité de perspectives sociales. Troisième principe, troisième problème, et comme je suis arrivé au bout des 20 minutes, je vais le dire en 2 phrases, puis en fait, je parlais un petit peu que de ça depuis tout à l'heure, l'idée que la liberté des discours, à égalité avec l'égalité des participants et la publicité des échanges, est une condition d'une forme de communication compatible, conforme à ce que demande la politique démocratique. Tous les sujets doivent pouvoir être abordés, toutes les positions défendues, sans que les modérateurs ou les animateurs des médias puissent définir l'ordre du jour, interdire certains sujets, faire taire certaines voix. Alors là encore, on voit bien comment cette exigence se traduit dans la conceptualisation générale de la liberté d'expression comme droit fondamental, avec notamment la protection des discours qui sont susceptibles de choquer ou d'offenser. Et on voit bien que ce type de dispositif ne suffit absolument pas à assurer sur les réseaux sociaux une pleine liberté de communication, dès lors que certains acteurs, notamment les plateformes comme, je sais pas, Instagram, Facebook, peuvent non seulement supprimer des comptes ou des contenus, mais même jouer de la visibilité de certains contenus, rendre certains contenus peu visibles ou invisibles, sans même que la personne le compte qui les a diffusés en soit nécessairement avertie ou conscient. Donc il y a à la fois l'élément de pouvoir considérable d'intervention, d'interférence dans les déterminants de la visibilité, et puis il y a l'opacité sur ce qui est fait, qui fait qu'on ne peut pas savoir, il est très difficile de savoir à quel point l'état des opinions, ou en tout cas ce que depuis sa position dans l'espace des réseaux sociaux, on peut voir comme la diversité des interventions, il est très difficile de savoir à quel point cela résulte des choix libres de communication, de l'exercice de la liberté de communication par les internautes, les usagers des réseaux sociaux, et dans quelle mesure cela résulte de choix qui ont été faits par les plateformes elles-mêmes. Donc voilà, il me semble que du point de vue de la répartition du pouvoir de mise en visibilité, du point de vue du maintien d'une forme de circulation, d'ouverture des enclaves, disons, et du point de vue
du contrôle des pouvoirs privés qui, de fait, à qui on a laissé, et qui se sont appropriés, mais à qui on a aussi laissé déléguer, en fait, un pouvoir de fait de régulation, de modération et dans certains cas de censure, il faut inventer des formes de contrôle légal, contrôle social très certainement aussi, qui donnent un sens à ces principes généraux pour répondre aux défis que je viens d'identifier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charles Girard, pour cette introduction magistrale aux problématiques vertigineuses que posent les réseaux sociaux aujourd'hui dans le fonctionnement démocratique et dans la société. Je passe tout de suite la parole à Dominique Cardon, qui va nous présenter quelques réflexions sur les conditions de la régulation de ces espaces sociaux et qui va partager avec nous un certain nombre d'illustrations. Bonjour, alors j'essaye de bien trouver des slides. Ça marchait tout à l'heure, mais ça ne marche plus là. Voilà. J'essaye de me... Ce sera le fil rouge de cette soirée. Non, voilà, ça fait ça. Voilà. Bon, je voudrais d'abord vous remercier là pour l'invitation. Je voudrais aussi exprimer ma solidarité avec l'IEP de Grenoble face aux événements de ces précédents mois. Redire ici, profiter de l'occasion pour dire toute l'estime et l'admiration que j'ai pour le travail de recherche des laboratoires de l'IEP de Sciences Po Grenoble et de Pacte notamment. Alors, je vais continuer là une discussion qui a été magnifiquement ouverte par Charles en présentant une sorte de petite réflexion, moi, que j'ai dans mon ordinateur depuis 1 an et demi, mais que je ne fais pas avancer beaucoup plus, mais sur un enjeu très proche, qui est de se dire qu'une partie du débat actuel sur le numérique et sa régulation serait de développer un point de vue sociologique qui essaye de montrer quel est le point de tension et d'articulation dans le débat sur la régulation entre ce qui intéresse évidemment beaucoup le sociologue du numérique que je suis, qui est la transformation morphologique de l'espace public numérique et du coup les normes qui doivent le réguler. Donc c'est un regard sur, d'une certaine manière, une politique publique et le droit, mais c'est un regard assez incompétent, parce que c'est un regard de sociologue, mais qui est assez attentif au fait qu'une partie du débat public, du débat juridique, du débat des institutions est un débat pour savoir entre les plateformes et les États, entre ces deux régulateurs, finalement, comment arriver, l'un peut arriver à domestiquer l'autre. Et évidemment, la question centrale qui se pose, c'est qu'il y a un troisième acteur dans cette affaire, dont Charles a, je pense qu'une partie de son discours a été aussi orientée par cette idée, c'est qu'il y a des nouvelles attentes qui apparaissent dans nos sociétés, ce qui est toujours le cas. On va dire des normativités. Les normativités ne sont pas la légalité, mais que ces nouvelles attentes, elles jouent beaucoup dans le comportement des acteurs à l'intérieur du débat sur la régulation. Et qu'elles sont formées, ces nouvelles attentes, par la transformation de l'espace public numérique, qui est une transformation majeure. C'est que on a fondé la liberté d'expression en fait sur le droit d'expression de quelques preneurs de parole sélectionnés, ça a été très bien dit, par des gatekeepers et des journalistes, mais en réalité il y avait une asymétrie fondamentale entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent dans le modèle médiatique des médias de masse, et qu'on a une transformation massive des formes de l'expression aujourd'hui, et qui correspond aussi à des transformations des normes relatives à l'expression publique par les individus qui, à travers leur compte de réseau social, souhaitent s'exprimer et souhaitent aussi ne pas être éventuellement l'objet de discours de haine, d'insultes ou soumis au bombardement de propos infâmes ou faux. Alors, il me semble, je vais pas le détailler parce que c'est en fait au cœur d'une réflexion qui serait beaucoup trop longue pour aujourd'hui. Je voudrais simplement insister sur 2 éléments aujourd'hui. Mais il me semble qu'il y a des nouvelles formes de subjectivation qui sont arrivées avec les réseaux sociaux et qu'ils transforment beaucoup les coordonnées des attentes que l'on peut avoir vis-à-vis du législateur ou du régulateur dans le débat sur le réseau social. D'abord parce que les formes d'expression qui apparaissent aujourd'hui, d'une certaine manière, se sont désencastrés, je dirais, à la fois de la forme de l'espace public lorsqu'il était organisé par des journalistes avec les normes professionnelles
la distribution de la parole, de l'équilibre des points de vue, de la diversité et aussi de la modération de l'énonciation auxquelles les journalistes ont toujours été attentifs dans la forme organisée du débat public et que ce n'est pas toujours ce qu'attendent les nouveaux internautes. Parce qu'il s'est aussi sans doute désencastré de l'idée que c'est l'État souverain, notamment avec cette internationalisation des plateformes, qui est le lieu central de production de la norme du débat public, et puis parce que, je vais y revenir, évidemment, une crise de confiance massive, de confiance et une multiplication des critiques se lève aujourd'hui à l'endroit des formes de régulation privée qu'ont mis en place les plateformes. Et puis au fond de ça, il me semble qu'il y a un point central qu'a un peu évoqué Charles, mais qui me semble être au cœur de cette affaire, c'est que finalement une partie de la conception de la liberté d'expression qui avait été conçue dans l'espace public restreint était une liberté des énoncés. C'est la diversité des énoncés qui était au cœur, en fait, de la formation démocratique des jugements. Or, une partie de ces normativités nouvelles qui apparaissent, c'est qu'il faut non seulement que les énoncés soient divers, mais il faut aussi qu'il y ait une égalité des locuteurs. Et que finalement, il y a une tension très, très forte dans beaucoup de débats sur le discours de haine entre une pluralité des énoncés ou une égalité des énonciateurs, et qu'évidemment, Charles l'a magnifiquement démontré, les réseaux sociaux et les formes de mise en visibilité des réseaux sociaux n'assurent pas l'égalité des énonciateurs, et que ces principes assez rapidement rappelés sont à l'origine de tensions grandissantes entre le débat, on pourra dire, légal, et puis ces nouvelles formes de normativité qui apparaissent dans nos sociétés. Alors, je vais vous présenter des petits dessins ridicules, mais qui est ma manière de raconter aux étudiants l'histoire de la régulation sur le numérique, et qui marche plutôt bien, c'est de dire, ben voilà, essayons de dessiner l'espace de la parole libre. Alors, sachant qu'on sait qu'il y a des limites à la liberté d'expression, mais essayons d'imaginer les conditions de possibilité d'un ensemble des dires, de tous les possibles de la parole. Et on le sait, le droit des États ont fixé des règles et des limites à la liberté d'expression, et donc il y a un périmètre à l'intérieur desquels on pourrait dire que certains propos sont jugés licites et d'autres illicites. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le numérique? Et on connaît cette aventure, c'est que des plateformes d'expression se sont mis en place à partir des années 2000 et ont offert des espaces ouverts et élargis à un public très très large qui n'avait aucune habitude. Et j'insiste beaucoup, Charles l'a dit aussi, mais sur le fait que c'est une conquête des droits libéraux en réalité, de donner la possibilité à un public autrefois passif de pouvoir s'exprimer sur des blogs, sur des pages perso, puis rapidement sur des réseaux sociaux, des comptes Instagram, TikTok ou Facebook. Et il est vite apparu, et ça a été maintenant très bien documenté dans la littérature, que ces plateformes nouvelles n'avaient strictement aucune règle relative à la modération ou à la possibilité de contenir, censurer ou retenir certains propos dans les débuts d'Internet, et qu'évidemment, toute une série de problèmes de régulation vont émerger dans l'histoire du numérique. Beaucoup vont avoir lieu autour des questions de terrorisme, de pédocriminalité, et toutes les années 2000, on pourrait dire la première partie des années 2000 ont été occupées par la question de la propriété intellectuelle, mais que les questions de discours de haine, de vie privée, de diffamation et d'injure vont être présents. Alors, je vais vite pour qu'on puisse discuter parce que c'est plus important, mais ce qui est arrivé dans l'histoire de la régulation d'Internet, c'est qu'en réalité, contrairement d'ailleurs à ce qui se dit parfois, maintenant on sait que voilà, Internet est régulable, voilà, et que sur un certain nombre des enjeux mentionnés plus haut, notamment la pédocriminalité, le terrorisme et la propriété intellectuelle, les plateformes, sous la pression des institutions internationales, des États, et on pourrait dire aussi du lobby des industries culturelles pour la propriété intellectuelle, ont réformé leurs propres pratiques et n'ont pas fait exister la zone de non-droit ou le pouvoir souverain dont qu'on leur donne parfois. Elles ont cédé devant les pressions et elles ont mis en place toute une série de techniques de régulation pour contenir, alors plus ou moins bien, j'y reviendrai, une partie des contenus jugés problématiques et illicites au regard des droits en vigueur dans les différents États. Cet enjeu, il a été central et il est aussi central dans une deuxième un compromis, on pourrait dire, qui est au cœur même du débat de régulation autour des plateformes.
c'est que les plateformes, comme entreprises privées, ont mis en place des chartes d'utilisateurs qui relèvent de leur propre chef, qui sont un droit purement privé, donc ce n'est pas des droits, c'est simplement des règles dans lesquelles elles décident, et elles l'ont beaucoup justifié au nom du premier amendement aux États-Unis, des conditions dans lesquelles elles tolèrent ou ne tolèrent pas certains types de propos. Et on le voit sur toute une série de sujets qui ne font pas l'objet de sanctions immédiates et claires de la part des droits des États. Elles ont décidé, notamment le débat classique sur la nudité, elles ont décidé que leurs utilisateurs ne pouvaient pas publier ce type de contenu. Donc elles ont un droit arbitraire, autonome et privé sur la définition des contenus qu'elles acceptent et tolèrent sur leurs espaces. Alors cette tension entre, d'une certaine manière, un droit des États, le droit et puis les chartes privées des plateformes, marquée par cette séparation entre le statut d'hébergeur et d'éditeur des plateformes, est au cœur du débat depuis une dizaine d'années. Et cette manière de représenter par des petits dessins les espaces du tolérable ou du non tolérable était une manière de le montrer. Alors, depuis une dizaine d'années, on est entré dans une succession de critiques du compromis hébergeur-éditeur et de cette séparation entre un droit privé des plateformes et puis des obligations rendues par les États. Je ne vais pas détailler, je pense dans la conversation on va y revenir, mais il apparaît très clairement que d'abord les plateformes ne parviennent pas à faire respecter leur propre charte. Donc il y a plein de choses qu'elles interdisent depuis les principes qu'elles ont elles-mêmes édictés pour leurs propres utilisateurs et leur communauté, qu'elles ne respectent pas. Et on va y revenir, la massivité, le nombre et le volume est en partie, et les algorithmes sont en partie une des raisons de cette difficulté. Elles rencontrent une grande difficulté par ailleurs à adapter un droit ou des chartes qu'elles cherchent à rendre le plus universel possible aux différents marchés qu'elles cherchent à conquérir, et le fait que les législations nationales ont des variantes extrêmement fortes à l'intérieur même des pays, on pourrait dire démocratiques, mais évidemment dans d'autres pays à régime politique beaucoup plus autoritaire, dans lesquels elles peuvent avoir une place importante. Elles ont rendu par ailleurs leurs décisions arbitraires, automatiques et opaques, et elles ont mis en œuvre de façon au début très dissimulée, et puis le débat public et le travail de chercheurs et puis de lanceurs d'alerte a été très important pour ça, dissimuler tout un travail de modération éprouvant, incertain, peu qualifié, et utilisant des techniques de détection automatique qui fonctionnent bien pour quelques types de contenus, la pédopornographie par exemple, mais qui sont relativement fautifs lorsqu'il s'agit de d'énoncés plus complexes, et notamment les questions de discours de haine ou d'énonciation politique sont problématiques. Et puis, Charles l'a rappelé aussi, elles produisent, du fait même de leur infrastructure d'hébergement et de mise en visibilité des contenus, elles produisent des déformations algorithmiques et des amplifications de certains types de contenus par rapport à d'autres contenus en raison des intérêts commerciaux qu'elles ont. Alors, je l'ai listé très rapidement, ces éléments que tout le monde connaît, pour dire que, en raison de ces constats, on observe du côté des pouvoirs publics, du côté des utilisateurs, et des utilisateurs avec des conceptions normatives extrêmement variées, du côté des ONG et du côté de toute une série d'acteurs aujourd'hui publics, une critique extrêmement forte à l'égard des plateformes qui demandent une régulation renforcée. Et donc, on est dans une situation qui est assez intrigante, de mon point de vue, dans lequel, en réalité, alors je vais dire l'opinion publique, mais ce n'est pas l'opinion publique, mais toute une série d'acteurs publics sont en train de demander de renforcer très, très fortement la régulation des plateformes. Certains considèrent qu'elles doivent perdre leur statut d'hébergeur pour devenir des médias et être soumis à un type de régulation qui est spécifique à une offre restreinte d'informations et sans doute très mal adaptée à des plateformes qui accueillent de nombreux émetteurs. Elles sont soumises à des critiques parce que le discours de haine, la désinformation et l'extrémisme politique peuvent avoir envahi les plateformes, et il y a toute une série de remarques, de critiques extrêmement fortes qui leur sont faites pour être les amplificateurs de ces phénomènes, même si, mais je garde ça pour la discussion, on pourrait discuter
du caractère un peu panique de ces différents éléments. Elles sont critiquées parce qu'elles capturent l'attention des utilisateurs et certains voudraient non pas réguler les contenus qu'elles mettent en œuvre, non pas leur demander d'être régulés comme des médias, mais tout simplement réguler la distribution de l'information auquel elles soumettent les utilisateurs, par exemple en demandant à des plateformes ou à des utilisateurs de ne pas faire plus de 1 ou 2 retweets par jour pour essayer de limiter les effets de viralité et de captation de l'attention. La conséquence de cette mise en tension critique, et c'est ce que je pourrais dire une sorte de cumul de points de vue très différents en réalité qui sont donnés sur les plateformes, c'est que depuis 4-5 ans, la stratégie des plateformes sous la pression légitime, me semble-t-il, de ces différentes critiques, et d'essayer d'aligner le droit privé qu'elle gardait de façon parfaitement arbitraire sur certains éléments du droit public qui leur est fait, mais avec un risque, et ce risque, je sais, voilà, qui me semble toujours très fort, c'est que la conséquence des multiples critiques qui sont actuellement faites au fonctionnement des plateformes et à la nécessité de les réguler, fasse que le droit, les chartes d'utilisation mises en place à titre privé par les plateformes, afin d'éviter tout problème avec les législateurs et de répondre à certaines attentes de l'opinion publique, soient beaucoup plus restrictives que ne le demandait le droit des États. Dans ce cas, on débattra peut-être du compte de Donald Trump tout à l'heure, mais il n'y a évidemment rien dans la législation américaine qui demanderait l'effacement du compte de Donald Trump. Alors, de ce débat sur la régulation, moi, j'ai un petit modèle, enfin, en tout cas, ma manière de simplifier, je ne sais pas si ça simplifie, mais c'est le débat sur la régulation actuelle, c'est de lui trouver quatre lignes ou 4 directions ou 4 horizons qui sont actuellement très présents. Le premier, c'est celui que j'appelle l'alignement souverain. C'est de dire d'une certaine manière, les États, avec un bâton bien solide et bien dur, vont dire aux plateformes ce qu'elles doivent publier et ce qu'elles ne peuvent pas publier, et on va leur demander d'aligner clairement les chartes de modération des contenus, les chartes dites de communauté, à la réglementation en vigueur. Et si elles ne le font pas, on va les punir très fortement. Et la loi allemande très discutée, la NetzDG, ou bien les tentatives échouées de la loi Avia, allaient vers cette idée d'un contrôle quasi a priori, sachant qu'une grande partie de la régulation du numérique est une régulation a posteriori, et de finalement transformer le temps entre le signalement d'un contenu problématique et l'obligation pour les plateformes de le mettre en place. Bon, cette position mériterait une longue discussion qu'on aura peut-être tout à l'heure, mais elle a été énormément critiquée, à mon avis, à juste titre, parce qu'elle soumet les plateformes à la législation des États, ce qui, évidemment, en France ou en Allemagne, peut être considéré comme légitime, encore que, mais le même modèle appliqué aux Philippines, au Vietnam ou dans d'autres pays permettrait aux États d'exercer sur les espaces publics un contrôle et une censure extrêmement forte. Et on sait que le risque de cette solution, c'est un effet de sur-modération de la part des plateformes qui, afin d'éviter toute sanction, les sanctions pouvant être lourdes, vont éliminer un nombre important de contenus. Je ne serais pas loin de penser qu'une partie de l'état actuel des grandes plateformes sont déjà dans cette situation. On peut penser à YouTube qui fait des effacements absolument énormes de chaînes, notamment d'extrême droite, sans être très regardant sur le fait que les contenus posés par ces chaînes contreviennent bien aux législations en vigueur. La deuxième stratégie, mais Florence en parlera sans doute, donc je peux aller très très vite, c'est de dire non, plutôt qu'un alignement souverain, il serait nécessaire de faire un alignement vers des normes du droit international. Et notamment des chartes de principes. Et d'une certaine manière, et je le dis avec un peu à contre-courant, il me semble que la solution mise en place, très hypocrite par Facebook, qui est de dire on va créer une sorte de Cour suprême internationale, de juges indépendants, je mets des guillemets,
qui vont juger et évaluer des cas de contenu que nous avons modérés pour nous dire s'il fallait les retirer ou s'il ne fallait pas les retirer, est possiblement un horizon possible du travail de régulation des plateformes, parce qu'il essaye de dépasser le problème des différents droits nationaux et de s'appuyer sur évidemment des principes qui sont toujours un petit peu généraux et flous, mais qui sont les principes des droits humains fondamentaux dans ce dispositif, et que cette idée de faire un alignement des charte d'utilisation des plateformes sur des principes des droits humains internationaux n'est sans doute pas une mauvaise idée s'il n'était pas complètement, je le dis quand même, hypocrite de la part de Facebook, puisqu'elle ne s'oblige pas de façon automatique à mettre en œuvre les décisions que l'Oversight Board de Facebook aurait décidées. Mais elle le fait plus ou moins pour l'instant, et je pense que c'est une expérience à regarder de plus près. Troisième type d'horizon, ou troisième horizon possible de ce débat, et avec un point qui est essentiel en réalité dans ce débat et qui est assez peu vu dans le débat juridique lorsqu'il reste très concentré sur un contenu qui a été signalé ou qui a été effacé, censuré et suscitant des débats interminables, c'est que la réalité de la modération, c'est que c'est un problème industriel de contenu absolument massif, et que donc les solutions qui sont souvent envisagées et qui étaient envisagées notamment par la deuxième solution que j'ai évoquée, n'ont pas grand sens lorsque on a 1,1 million de mesures de modération qui sont prises par jour sur Facebook, et que donc il y a quelque chose d'algorithmique dans la solution et la régulation qui doit être trouvée. Et il me semble qu'on est au cœur d'une régulation que moi j'appellerais, en suivant les textes de Mike Anani ou d'Evelyn Dweck, probabiliste, qui est de venir sur l'idée que, de toute façon, ce qui doit être demandé aux plateformes, elles vont faire des erreurs, des faux positifs et des faux négatifs, mais ce qui doit d'abord être demandé aux plateformes, ce n'est pas de leur définir un périmètre particulier de ce qui est licite ou illicite, mais c'est la capacité à vérifier qu'elles mettent bien en œuvre les principes conformes aux droits nationaux qu'elles déclarent mettre en œuvre réellement. Et donc, c'est autour de l'audit, c'est autour de la vérification, c'est autour de la mesure des phénomènes d'amplification qu'elles peuvent mettre en œuvre que se joue une partie du débat sur la régulation. Et en réalité, quand on regarde ce qui est en jeu aujourd'hui dans le Digital Service Act, c'est quelque chose de cet ordre-là qui est en discussion. Les plateformes ne deviennent pas des médias, comme le réclamaient certains. Elles restent des statuts d'hébergeurs, même si certains, du fait de la massivité de leur audience, ont un statut un peu spécifique d'hébergeur. Et ce statut un peu spécifique donne aux autorités de régulation, et notamment à l'ERGA, Arcom, la possibilité de demander aux plateformes d'être beaucoup plus transparentes et auditables dans les décisions qu'elles peuvent prendre. Et puis, il y a un dernier horizon de débat, me semble-t-il, une quatrième direction du débat, qui n'est pas le probabilisme statistique et la vérification et la possibilité de son audit, mais qui est lié à ce que je vais aller plus vite, ce que je vais appeler l'idée de la mise en la proportionnalité de la liberté d'expression. Et une partie des questions qui ont été évoquées précédemment et qui sont en réalité au cœur de nos débats, c'est de savoir comment mettre en balance en réalité le principe de la liberté d'expression et toute une série d'attentes qui sont les attentes qui ont été relevées dans la critique que nos sociétés ont élevée à l'égard des plateformes. Avec évidemment une difficulté particulière aux États-Unis où l'absolutisation de la liberté d'expression y est très forte, mais des possibilités quand même d'essayer de dire qu'il faudrait proportionner la liberté d'expression à certaines des nouvelles attentes normatives qui émergent dans nos sociétés. Alors, on sait que c'est un débat américain qui est porté très fortement par la critique féministe du premier amendement, qui est un amendement qui donne aux puissants, en fait, à la parole puissante, blanche et masculine, le pouvoir de rendre silencieux d'autres locuteurs. Mais on a vu dans les débats récents, et notamment les débats autour de la sécurité sanitaire et les débats sur la désinformation, l'idée que le principe de santé, de la santé collective, ou bien le principe de la tromperie et du respect de la qualité de l'information dans l'espace public était parfois mis en avant
pour venir porter une sorte de balance ou de proportion dans la manière dont les plateformes devaient réguler les énoncés qui étaient proposés. Alors, je finis avec mes quatre petites solutions et le petit résumé qui essaye d'en dégager les principaux enjeux. De la quatrième direction, il me semble qu'un des questions fondamentales de la troisième et de la quatrième direction, un des enjeux fondamentaux est de passer de la question de la censure à la question de la non-amplification de la visibilité. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le débat sur la désinformation, il est très difficile en réalité d'établir dans le droit, encore qu'on a actuellement des législations qui essayent de le mettre en place, une définition de ce que serait une information fausse et de pouvoir l'interdire, ce qui semblerait, à mon avis, absolument contradictoire avec la liberté d'expression. En revanche, on peut demander aux plateformes, et notamment dans la troisième direction, on peut demander aux plateformes de ne pas donner une visibilité trop forte, une amplification à des informations qui ont été jugées fausses, notamment dans le système qu'a mis en place Facebook avec les bandeaux qui disent que des fact-checkers ont contredit cette information, ou des informations sur la santé qui sont jugées dangereuses pour la population, principe de proportionnalité, auquel on ajoute une information pour renvoyer vers des sites d'information de l'OMS auprès des utilisateurs, ce qui permet de mettre en équilibre d'une certaine manière, un compromis entre la question de la liberté d'expression et en même temps une certaine retenue ou une certaine rééquilibrage du design de l'information, de sa non-amplification au sein de l'espace public. Voilà, je pense avoir été trop long, ces slides sont toujours trop longs à présenter. Je voudrais juste finir en disant que voilà, dans ces directions différentes qui sont très présentes dans le débat public, je me permets de donner ma petite préférence personnelle pour un bon compromis entre la solution 2 et la solution 3. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique Cardon. On a donc eu le point de vue du philosophe qui a un peu cadré tous ces enjeux d'une manière très large. Le point de vue de Dominique Cardon, le sociologue qui examine différentes pistes de régulation. Je vais passer la parole tout de suite à Florence Gsell, qui est professeure de droit privé à l'Université de Lorraine et qui intervient dans de multiples endroits, qui se penche depuis longtemps sur la question de la régulation des mondes numériques et qui va peut-être nous parler plus concrètement de la manière dont on peut encadrer les réseaux sociaux. Et merci beaucoup, Olivier. Je voudrais tout d'abord rejoindre Dominique et Charles dans leurs remerciements. Je trouve que c'est une très bonne idée d'organiser ce séminaire et donc je remercie très vivement Sciences Po Grenoble d'en avoir pris l'initiative et de m'avoir conviée. Alors, moi aussi, j'ai quelques slides sur lesquels je vais passer très vite pour pas m'étendre trop longtemps. Effectivement, il me revient de parler de questions de régulation, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit très justement par Dominique, qui parle de l'alignement souverain, et je trouve ça très juste. On voit que d'ailleurs Elon Musk se lance dans cette idée, puisqu'il dit qu'il va simplement respecter le droit des États et rien de plus. Enfin, c'est déjà quelque chose, le droit des États. Aujourd'hui, sur les contenus qui nous choquent le plus, c'est-à-dire l'incitation à la haine, les propos discriminatoires, la diffamation, l'injure, on a des dispositions dans nos lois nationales qui permettent de les poursuivre, qui les interdisent. Et je pense que ce sont des choses qui, sur le principe, ne suscitent pas vraiment de débat et qui posent question principalement sur la possibilité qu'il y a de s'assurer qu'on ne trouve pas de tels contenus sur les plateformes, ce qui est aujourd'hui un problème énorme. D'abord parce que les plateformes, de manière générale, ne sont pas responsables si ces contenus circulent, et ensuite parce qu'elles ne mettent pas les moyens pour empêcher des contenus illicites de circuler massivement. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce qui relève précisément de l'illicite, il y a aussi ce qui est aujourd'hui condamné, pas toléré par certaines plateformes
qui ont adopté des conditions générales qui évoluent. Moi, je pense beaucoup à ce qu'on a vu apparaître depuis le début de la crise sanitaire. On a vu progressivement toutes les grandes plateformes prendre des dispositions pour lutter contre les contenus de désinformation en matière de santé, tout ce qui était relatif à la chloroquine, tous les contenus anti-vaccins. Mais ça va aujourd'hui jusqu'au contenu de type climato-sceptique. J'ai vu que les grandes plateformes avaient toutes affiché une vraie stratégie de lutte contre les contenus climato-sceptiques. Et là, on est très, très loin de l'illicite tel qu'il est défini par les droits nationaux. Et là aussi, on ne sait pas d'ailleurs jusqu'à quel point les plateformes parviennent à faire appliquer leurs règles sur ce plan-là. Et quand Dominique dit oui, quand Facebook crée l'Oversight Board, c'est pour vraiment internationaliser. Oui, certes, mais moi, il me semble que c'est vraiment, si vous voulez, Facebook applique ses conditions générales juste au-dessus. Il y a le droit international, c'est ce que l'Oversight Board est supposé appliquer, et donc Facebook s'affirme presque comme une sorte d'État-nation. Il y a les règles de Facebook et au-dessus le droit international. Et c'est vrai que c'est assez troublant, et en même temps, ça découle du fait que Facebook ne souhaite pas s'embarrasser avec les droits nationaux, il souhaite avoir une approche très globale de la modération. Et aujourd'hui, on est devant cela, et là, cette question de répartition entre l'État et la plateforme privée dans la détermination de ce que l'on a le droit de dire et faire circuler ou pas, eh bien, c'est une question que je ne crois pas que nous ayons résolue. Et le fameux Digital Services Act dont je vais parler, puisque c'est ma mission, n'est pas voué à régler ce problème, même s'il règle pour le coup, enfin, on peut l'espérer, en tout cas la question de l'effectivité de la lutte contre les contenus illicites. Alors, juste pour savoir si vous voyez bien correctement mes slides. C'est bon, très bien. Alors, je vais passer relativement rapidement sur les préliminaires. Hein. C'est une proposition qui a été émise par la Commission il y a déjà quelques temps, le Digital Services Act en décembre 2020. C'est une législation qui vise les entreprises qui proposent des services numériques au sens le plus large, d'où d'ailleurs le pluriel services. Ce sont les services numériques qui sont offerts aux personnes qui sont établies dans l'Union européenne. On vient d'atteindre un consensus politique à la fin du mois d'avril, le 23 avril. Le texte final doit encore être approuvé de manière officielle, et je dois dire que, à titre personnel, je n'ai pas vu la dernière mouture du texte. Donc, les informations que je donne ici sont contenues dans des versions antérieures. Et il va bien sûr falloir voir comment le texte se dessine, enfin en tout cas la version finale se dessine. On mise sur une entrée en vigueur du texte en début 2023, parce qu'il y a toute une série d'étapes à suivre, et notamment l'approbation officielle. Alors, il faut savoir qu'en France, nous avons quand même un petit peu anticipé sur ce Digital Services Act, puisque nous avons adopté une loi nationale qui introduit en droit français un certain nombre de principes sur le signalement des contenus illégaux, sur les droits des utilisateurs faisant l'objet de décisions de modération. Donc nous avons déjà pris l'initiative chez nous, mais pour le reste, il faudra attendre 2023. Alors, il y a 3 points qui sont très importants dans ce Digital Services Act. J'ai vu passer beaucoup d'informations ces derniers jours, et parfois je suis troublée de voir qu'il y a des choses, il y a des erreurs qui circulent, qui m'inquiètent. La première des choses, c'est qu'il faut garder en tête que ce Digital Services Act, il vient mettre à jour avant tout les dispositions d'une directive qui existait déjà. Donc, il ne vient pas introduire des principes qui sont totalement nouveaux, même s'il y a beaucoup de règles nouvelles. Et il ne revient pas sur certains principes importants de la directive e-commerce de 2000 qui était déjà en vigueur depuis plus de 20 ans, sur lesquels on reviendra. La deuxième caractéristique de ce DSA qui est importante, qui est intéressante, c'est que il s'agit d'une réglementation qu'on appelle une réglementation asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une liste de prestataires de services numériques qui est dressée dans le texte, et les obligations qui leur sont imposées varient
selon leurs caractéristiques, selon leur taille, selon la nature de leur activité. Et ça, c'est important parce que ce sont des choses, par exemple, dont on parle beaucoup aux États-Unis. Lorsque l'on parle de réformer certaines législations relatives au numérique, certains disent « Ah oui, mais on ne veut pas pénaliser les plus petits, on ne veut pas pénaliser les petites entreprises, ceux qui ont un tout petit blog. » Eh bien, l'idée d'une réglementation asymétrique, c'est vraiment cela, c'est-à-dire de ne pas pénaliser les plus petites entreprises. Donc ça, c'est un point important. Et puis, dernier point, ce Digital Services Act, c'est un texte qui est voué à être articulé avec les législations nationales. J'ai lu ce matin sous une pluie motorisée, mais que je ne citerai pas, mais qu'avec le Digital Services Act, on allait enfin sanctionner l'incitation à la haine et la diffamation. Mais en droit français, aujourd'hui, ce sont des infractions qui sont réprimées. Et donc, ce n'est pas l'objet du Digital Services Act de définir les contenus illicites. Ce sont les lois nationales qui le font. Alors, si on reprend ce que je viens de dire, on en reste ici avec le Digital Services Act sur un principe qui figurait déjà dans la directive e-commerce, à savoir que les plateformes ne sont pas responsables du fait des contenus qui circulent sur leur réseau, sauf si elles avaient connaissance de ces contenus et de leur caractère illicite, auquel cas, si elles n'ont pas agi rapidement, eh bien, elles deviennent responsables. Donc, c'est une immunité, mais qui est quand même relative, puisque elle ne joue cette immunité que si les plateformes n'avaient pas connaissance du caractère illicite du contenu qui figure sur leur plateforme. Ce premier point étant dit, comme le faisait la directive e-commerce de 2000, le DSA, comme je l'ai dit, vise différentes catégories de prestataires. Alors, il y a ceux qui fournissent l'infrastructure, ceux qui fournissent du simple stockage, ceux qui fournissent des plateformes permettant la mise en relation, les échanges, la vente de biens et services. Donc, on a toutes sortes de catégories de plateformes qui sont citées et précisées. Ce qui est très important, c'est qu'il y a une catégorie de plateformes qui apparaît dans le Digital Services Act, qui est la catégorie des très grandes plateformes d'au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union. Et donc, ces très grandes plateformes vont être sujettes à des obligations particulièrement renforcées. Et ça, c'est un point très important dans ce texte, étant précisé qu'au cours des discussions, on a inclus les très grands moteurs de recherche dans cette catégorie des très grandes plateformes. Alors, une fois que l'on a visé ces différents prestataires, eh bien, on constate, alors je peux difficilement préciser prestataire à prestataire ce qui s'applique, mais enfin, si on cherche à résumer ce qui est prévu aujourd'hui par le texte, je dirais qu'il y a 4 grands aspects, grandes obligations qui s'appliquent à ces prestataires de services numériques. D'abord, quelque chose qui est très important dans le texte, c'est vraiment une obligation de transparence, c'est-à-dire que les plateformes, elles vont devoir être beaucoup plus explicites avec leurs utilisateurs dans leurs conditions générales, elles vont devoir bien préciser les règles du jeu, comment elles vont appliquer leurs règles pour pas se retrouver avec un contenu brusquement suspendu sans qu'on comprenne même pourquoi. Elles devront être très transparentes aussi sur leur système de recommandation et sur le paramétrage de leur système de recommandation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les utilisateurs vont pouvoir avoir la possibilité de modifier le paramétrage des systèmes de recommandation et ils auront le droit de pouvoir utiliser des systèmes de recommandation qui ne seront pas fondés sur du profilage. Donc, c'est une plus grande liberté pour les utilisateurs. De manière générale, les prestataires de services numériques devront vraiment être transparents sur tout ce qu'ils font, sur leurs pratiques de modération. Il y aura des rapports annuels où ils devront présenter tout ce qu'ils ont fait pendant l'année, les conflits avec les utilisateurs, les signalements qui ont été reçus, etc. Au nom aussi de cette transparence et de cette loyauté, qui est un mot qu'on utilise beaucoup en France, même si on l'utilise peu ailleurs, tout ce qui relève de pratiques qui peuvent tromper les utilisateurs sont proscrits.
ce qu'on appelle les dark patterns, les pièges à utilisateurs, c'est-à-dire ces mécanismes qui font en sorte que vous allez, sans même vous en rendre compte, je sais pas moi, vous abonner à un service, vous abonner à une newsletter, tout ça désormais c'est vraiment interdit. Donc ça c'est pour la transparence. Deuxième type d'obligation, la lutte effective contre les contenus illicites sur lesquels les plateformes ont beaucoup péché, et tout le monde l'a dit. Alors ça va passer par des mécanismes de signalement beaucoup plus présents sur les plateformes, avec des tiers de confiance qui pourront signaler les contenus. Le texte redit bien que si les plateformes n'agissent pas promptement pour supprimer ce qui est illicite, elles sont responsables. Donc on nous dit les contenus illicites devront être retirés rapidement, mais pour des contenus qui relèvent vraiment de la violence, on nous parle d'un retrait immédiat. Alors comme je n'ai pas réussi à voir la dernière mouture du texte qui a fait l'objet d'un simple consensus politique, c'est quelque chose que je suis d'assez près pour voir justement quels sont les termes employés dans le texte. Mais ce qui est sûr, c'est que les grandes plateformes devront supprimer vite les contenus illicites, et on demande aussi, bien évidemment, aux moteurs de recherche de les déréférencer le plus rapidement possible. Et puis, le texte prévoit beaucoup de contacts avec les autorités. Il faudra respecter, bien évidemment, les instructions des autorités, informer les autorités pour des contenus qui peuvent laisser penser qu'une infraction pénale a été commise ou va se commettre. Bon, bien évidemment, le tout dans le respect des droits des utilisateurs, puisqu'ils auront le droit d'être informés des décisions les concernant, qui devront être motivés, qui devront pouvoir être contestés. Toutes les pratiques de modération seront vraiment encadrées et devront laisser la possibilité de contester. Alors, troisième type d'obligation, des obligations de protection pour certains utilisateurs. Le texte prévoit la protection des mineurs. Par exemple, on ne pourra pas proposer à des mineurs des publicités ciblées. Protection des consommateurs, tous les consommateurs qui vont sur des places de marché, par exemple, ils devront faire l'objet d'informations spécifiques. Les plateformes devront véritablement vérifier que les professionnels qui agissent et proposent leurs services sur ces plateformes sont fiables. Donc, elles auront une responsabilité beaucoup plus lourde. Et puis, enfin, quatrième type d'obligation, ce sont des obligations très spécifiques aux très grandes plateformes dont on estime qu'elles présentent des risques systémiques, qui devront avoir un compliance officer, faire l'objet d'audits assez réguliers, remettre des rapports, communiquer beaucoup avec la Commission sur ce qu'elles font. Donc vraiment un contrôle très important de tous ces acteurs, avec un contrôle aussi, enfin une mise en œuvre du texte qui est partagée entre les autorités nationales qui de principe sont compétentes et les autorités européennes, en particulier la Commission. Et là, j'avoue avoir une vraie hésitation sur la manière dont les choses vont se mettre en route et s'articuler entre les autorités nationales et la Commission. Et encore une fois, je n'ai pas vu la dernière version du texte. En principe, ce sont les autorités nationales, c'est le cas pour tous ces textes, c'était le cas pour le RGPD également. Ce sont les autorités nationales, a priori l'ARCOM chez nous, qui vont être les autorités, qui sera l'autorité chargée de faire respecter le texte en tant que coordinateur des services numériques. Il y aura effectivement un comité européen où toutes ces autorités nationales vont échanger, mais la Commission se réserve une compétence pour ces fameuses très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Donc, il va falloir quand même voir comment tout cela se fait. Cette question de la mise en œuvre, elle est très discutée. C'est pareil pour le Digital Markets Act. Est-ce que la Commission a toutes les ressources? Est-ce qu'on a fait tous les recrutements nécessaires pour pouvoir vraiment contrôler l'activité des très grandes plateformes? C'est un gros enjeu de ce paquet législatif. Mais ce qui est sûr, c'est que le texte donne beaucoup de pouvoir aux autorités. Il y a toute une partie des dispositions qui prévoient, par exemple, qu'elles pourront, ces autorités, accéder aux algorithmes des très grandes plateformes si c'est nécessaire. Et là encore, il va falloir voir comment ça se met en route. Il y aura des sanctions qui pourront être très lourdes, qui pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel si le texte n'est pas respecté. Avec, à la faveur de la crise ukrainienne, un mécanisme de réaction qui a été inclus dans le texte. C'est-à-dire que la Commission pourra, dans certaines circonstances, activer un mécanisme de crise
pour pouvoir suivre de manière accrue ce qui se passe sur les très grandes plateformes et de prendre éventuellement des décisions en présence d'une crise importante. Voilà très rapidement et très brièvement comment ce texte est conçu. Donc, c'est vraiment un contrôle beaucoup plus important des grandes plateformes et surtout s'assurer que ce qui relève des contenus illicites circule le moins possible en ligne. Voilà, ça ne va pas pour l'instant au-delà de ça, c'est déjà beaucoup, mais ça ne règle pas tous nos problèmes. Alors, quelques mots vraiment très vite en guise de conclusion sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque comme ça a été dit aux États-Unis, il est peut-être plus compliqué d'encadrer les discours en ligne du simple fait du jeu du premier amendement. Et on s'accommode, me semble-t-il, assez facilement, en tout cas chez un certain nombre de personnes, on s'accommode plus facilement aux États-Unis de cette forme de régulation privée mise en place par les plateformes elles-mêmes, ou en tout cas par le fait que ce soit elles qui décident de ce qu'on peut dire sur leur réseau ou pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on considère que ça leur est constitutionnellement garanti, qu'elles ont elles-mêmes leur propre droit à la liberté d'expression, donc elles peuvent modérer à discrétion, et c'est ce qui fait que Facebook a ses propres stratégies de modération ou Twitter. Alors, l'autre point qui est très important, c'est que la section 230 du Communications Decency Act dit que les plateformes en ligne ne sont jamais responsables des contenus postés par leurs utilisateurs et qu'elles ne le sont pas même si elles modèrent, et d'ailleurs qu'elles ont le droit de modérer les propos sans engager leur responsabilité sur ce point. Donc en fait, elles font ce qu'elles veulent, sans aucune responsabilité. On dit beaucoup de ce texte a permis aux plateformes d'aujourd'hui d'exister, de prospérer, mais évidemment, le débat est très intense sur une éventuelle réforme. Biden avait dit il faut supprimer cette immunité de la section 230. Trump disait l'immunité, il faut la retirer pour toutes les plateformes qui modèrent. Zuckerberg disait il faut peut-être subordonner l'immunité à des bonnes pratiques de modération. Donc, il y a beaucoup de discussions. Ce que je voudrais juste souligner ici, c'est que dans les dernières propositions qu'on voit circuler, il y a vraiment un gros intérêt sur le fonctionnement des algorithmes. C'est-à-dire que, par exemple, certains proposent que l'immunité des plateformes soit levée dès lors que celles-ci amplifient certains contenus par des recommandations personnalisées, ou que l'immunité soit supprimée lorsqu'il y a des algorithmes qui poussent les contenus toxiques. Donc, il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience que bien avant les pratiques de modération qui viennent après coup, il faut aller regarder la façon dont les algorithmes sont conçus. Et je crois que c'est comme ça que la discussion est en train d'évoluer aux États-Unis, c'est que finalement, ce qui va préoccuper les auteurs, ce qui va préoccuper les gens qui s'intéressent à ces sujets, c'est plutôt le design de la plateforme, la manière dont les algorithmes sont conçus, bien plutôt que les pratiques de modération qui interviennent a posteriori et que nous, on considère en Europe. Et c'est ce qui explique peut-être que, par exemple, il y a une équipe de Stanford avec qui nous avons échangé récemment avec Dominique qui promeut une loi qui permettrait aux chercheurs d'accéder de manière prioritaire aux données des plateformes pour voir comment elles fonctionnent, comment les algorithmes sont conçus, comment les contenus circulent, parce que finalement, c'est cela qui serait essentiel dans ces possibilités de modération. Voilà, je m'arrête là, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup Florence. Maintenant, je suis content, je vais être absolument incollable sur le DSA. C'est des questions qui intéressent beaucoup nos étudiants, mes étudiants, qui ont bien compris que peut-être les perspectives professionnelles dans l'univers du numérique sont meilleures que dans d'autres secteurs, et donc je vais être incollable. Les spectateurs peuvent nous poser des questions, soit dans la fonction de chat, soit dans la fonction questions-réponses. On a déjà une première question de Marc Sabin. Alors, désolé, c'est un webinaire et donc je ne peux pas donner la parole aux spectateurs, je ne sais pas comment faire, qui nous pose la question: quid du droit à l'oubli sur les réseaux sociaux? Qui d'entre vous a envie de prendre la parole sur la question du
du droit à l'oubli, dont on a déjà vu qu'il était effectif, en tout cas au titre du droit européen, et permettait à des gens de faire disparaître un certain nombre de choses gênantes à leur propos. Où est-ce qu'on en est de cette question? Moi, je veux bien commencer, mais Florence. Oui, Dominique. Et Florence est une experte plus que moi. Mais le droit à l'oubli est vraiment intéressant parce que c'était la première préfiguration d'un enjeu que moi j'ai dit un peu rapidement là, tout à l'heure, mais qui est central. Alors, je vais le dire de façon un peu brusque et forte, c'est les États et les régulateurs font faire le sale boulot aux plateformes. C'est vraiment un processus d'extrajudiciarisation. C'est-à-dire qu'on a fait apparaître un droit qui a quelques légitimités. Je pense vraiment qu'effectivement, il y a des contenus qui méritent effacement, oubli, pardon, d'une certaine manière, un pardon de la trace et de l'archive numérique. Mais et on est face vraiment à toutes les ambiguïtés de ces questions de régulation, c'est qu'en réalité, les tribunaux et les autorités publiques des États sont complètement incapables de la mise en application, de la vérification, du traitement des différents cas dans lesquels des propos ou des contenus contreviendraient aux législations qui ont été mises en place. Et donc, le dispositif qui a été mis en place sous pression, parce que évidemment Google a traîné des pieds, a été demandé à Google de faire le travail à la fois, et alors c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en réalité, il doit déréférencer, ce qui ne veut pas dire faire disparaître l'information, mais il doit rendre impossible, à partir du nom de la personne qui réclame le droit à l'oubli, la possibilité de trouver une information la concernant, parfois une information qui a été rendue publique dans des journaux. Donc une partie du débat était aussi de se dire, là, c'est tout simplement la liberté de la presse qui était en jeu, puisqu'on ne peut plus retrouver un article de presse, en tout cas en tapant le nom de la personne incriminée. Et du coup, on a demandé à Google à la fois de recevoir les plaintes, de traiter les plaintes avec des recommandations et des principes qui leur avaient été donnés par les autorités de régulation, et d'exercer la sanction en déréférençant les contenus, ce qui évidemment et qui fait aujourd'hui l'objet d'un rapport de transparence qui est plus ou moins clair. Mais on a vu du coup apparaître énormément de demandes, ce qui montre bien cette normativité des utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils réclament d'effacer, de supprimer, d'enlever, de corriger. Et on a confié le travail aux plateformes. Et je finis avec ça parce que il me semble que c'est la logique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'a dit un petit peu, Florence et moi, sur la désinformation, sur les propos extrêmes, etc. En réalité, le législateur, sur la haine même, on voit bien que le législateur est très heureusement contenu par les grands principes fondamentaux du droit pour ne pas durcir des législations, alors que les parlementaires, l'opinion publique, les médias réclament un durcissement de ces législations. Et qu'en réalité, une grande partie de l'opinion publique supportée par ces élites politiques, etc., sont en train de demander aux plateformes, en fait, de faire un travail extrajudiciaire de renforcement des limitations à la liberté d'expression dont ils savent très bien qu'ils ne pourraient pas, ou qu'ils ont rencontré, loi Avia, bon exemple, donc ils rencontreraient de très grandes difficultés à les faire passer dans la production législative des différents États, et qui rencontreraient des oppositions des cours constitutionnelles, etc. Ce qui n'a pas été le cas du droit à l'oubli, qui a été défendu et mis en place par les cours de justice européenne. Florence connaît mieux. Merci beaucoup. Sur le droit à l'oubli, Florence, Charles? Oui, je voudrais juste dire oui. Donc, effectivement, le droit de l'Union, le consacre, ce droit à l'oubli, c'est l'article 17 du RGPD. Mais avant cela, on avait une décision de la Cour de justice. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa mise en œuvre, on voit à quel point il est difficile d'opérer le bon équilibre. Il y a eu peut-être 13 ou 14 décisions du Conseil d'État, je crois, à la fin de 2019, sur la manière dont doit s'appliquer ce droit à l'oubli, parce que le droit d'obtenir comme ça le déréférencement de certaines informations sur des moteurs de recherche, voire dans certains cas ultimes leur suppression, ce droit il n'est pas absolu, et donc on admet que parfois la nécessaire information du public doit prévaloir. Et donc aujourd'hui on a une distinction assez importante entre ce qu'on appelle les données sensibles, les données de nature pénale, les données qui relèvent de la vie privée, de ça, et tout ça est compliqué, et cette jurisprudence ne paraît pas d'une lisibilité folle. Mais enfin, le deuxième point, c'est que ce n'est pas non plus évident
du point de vue du champ d'application de ce droit à l'oubli, parce qu'en fait, la Cour de justice a jugé qu'il fonctionne dans l'espace européen, ce qui signifie qu'une recherche qui va être faite sur Google aux États-Unis fera apparaître des résultats qu'on avait voulu voir disparaître dans l'Union, voir disparaître tout court, mais qui n'ont disparu que dans l'Union. Voilà, donc ça, c'est une des limites de ce droit à l'oubli, mais c'est vraiment cette tendance à une forme de régionalisation de l'Internet du fait de législations qui sont différentes. Merci. Charles, sur le droit à l'oubli ou sur ce qu'ont raconté vos camarades après vous? Pas sur le droit à l'oubli, mais sur ce que mentionnait Dominique, c'est-à-dire la tendance à une réforme extrajudiciaire du régime de la liberté d'expression pour contourner les bornes fixées par le droit et par les cadres constitutionnels. L'un des points les plus frappants pour moi, c'est l'un des éléments dont a parlé Dominique au tout début de sa présentation, c'est la tendance à vouloir, c'est les multiples pressions pour obtenir une suppression quasi immédiate des contenus problématiques, ce qui revient à renoncer à ce qui est vraiment le cœur du régime de la liberté d'expression, à savoir l'idée que c'est un contrôle a posteriori, et que ce qui est refusé, ce qui est au cœur de la liberté d'expression, c'est le refus de toute forme de contrôle a priori, de régime d'autorisation, etc. Mais par définition, l'une des instantiations majeures de l'idée que la règle, c'est la liberté et que l'interdiction, c'est l'exception. Ce que suppose ce régime traditionnel de la liberté d'expression, c'est qu'on doit considérer comme tolérable que des formes d'expression punissables persistent au moins un temps dans l'espace public, le temps que le travail d'évaluation, d'interprétation, de qualification, de sanction puisse avoir lieu. Et c'est incompatible. Alors, c'est lié au danger accru lié à la circulation très, très rapide des contenus. C'est-à-dire que ça peut produire des effets extrêmement rapidement qu'on n'avait pas forcément dans d'autres formes de communication médiatique au préalable. Mais c'est de manière incrémentielle, cette demande de rapidité et d'immédiateté croissante, c'est une remise en cause vraiment de l'un des principes centraux de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Charles. On a une question de Sonia Smerly, qui est une collègue de Pacte à Sciences Po Grenoble. Est-ce qu'on a des informations, des données, des connaissances sur les acteurs étatiques ou les trolls qui agissent pour des puissances qui s'emploient à essayer de déstabiliser les sociétés démocratiques en utilisant les réseaux sociaux? C'est une thématique qui revient beaucoup, c'est une thématique qui était au cœur du rapport sur le Parlement européen sur les influences étrangères, qui pointait l'influence d'un certain nombre de puissances sur des événements comme le Brexit, l'élection de Donald Trump, les dernières élections européennes. Qui a quelque chose à nous dire sur le sujet? Moi, je veux bien dire, sans être un expert, et puis alors, en étant aussi très tranchant sur cette affaire, je pense qu'il faut d'abord, faut pas être trop tranchant. En fait, il faut regarder les situations localement, et elles peuvent être très très différentes selon les pays, évidemment. Mais moi, il me semble quand même, cette affaire de l'influence extérieure est vraiment fait partie de la panique généralisée autour de la désinformation. Et c'est très frappant de voir les institutions être en panique sur cette question de façon aussi forte. Il y a des stratégies d'influence, évidemment, la diplomatie, des guerres de puissance, il y a des guerres hybrides, les stratégies d'information sont multiples et variées. Mais là, vraiment, notamment pour le cas américain et l'influence russe sur l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire, et l'enquête parlementaire l'a montré aussi, penser que c'est des trolls russes qui ont fait élire Donald Trump, c'est vraiment se tromper sérieusement sur les facteurs sociaux et politiques, et surtout politiques et médiatiques, qui sont à l'origine de la campagne de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a vraiment peu de preuves d'une efficacité très très forte de ces affaires. Quand il s'agit d'imaginer l'influence comme un troll anonyme qui vient dans les pages Facebook de quelqu'un pour essayer de le convaincre sous un masque anonyme et en lui parlant dans sa langue, en personnalisant, de changer de camp ou de ne pas voter pour le candidat qui voudrait voter. Tout ça est une voilà, je pense qu'on s'intoxique un peu avec ça, ce qui ne veut pas du tout dire, mais ce qui est le cas global des résultats sur la désinformation, que la désinformation passe par le haut, c'est le principal résultat de tous les travaux. Donc, quand des acteurs politiques d'importance, des médias,
relaient des informations d'une puissance étrangère ou soutiennent une puissance étrangère, là, évidemment, les effets d'opinion, la construction de l'agenda politique, la mobilisation et la polarisation jouent de façon effective. Mais l'idée d'une sorte de système souterrain d'influence est quand même difficile à voir. Et c'est frappant, moi je le dis à titre personnel, voilà, les élites politiques sont incroyablement inquiètes sur ces questions. Elles produisent des rapports, des institutions. Je le dis sans méchanceté aucune, mais on vient de Viginum, qui est un service qui a été mis en place par le gouvernement pour ces questions, recrute 60 personnes. Et je rappelle qu'au moment de l'attentat de Samuel Paty, le service Pharos, qui est le service qui permet de faire le signalement de tous les comportements complexes, problématiques, etc., sur Internet, avait 35 personnes. Voilà. Donc, on met 60 personnes pour l'influence extérieure et beaucoup moins pour la surveillance et la vigilance sur le numérique de nos propres sociétés. Et je crois, enfin, c'est une opinion personnelle, que ce déséquilibre montre une perception erronée, en fait, des menaces. Merci. Charles ou Florence, sur les menaces du web et des trolls et des fermes de trolls qui nous intoxiqueraient à longueur de journée? Moi, très rapide, oui. Vas-y, Florence. Moi, j'ai deux mots à dire. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique sur la Viginum, etc. Les Américains, pour voir à quel point l'état du débat est un peu différent, mais le Ministry of Homeland Security a annoncé la création d'un Disinformation Governance Board. Ça a été annoncé la semaine dernière et donc c'est vraiment à peu près le même objet. Et j'ai trouvé ça fou parce qu'on a vu beaucoup de gens le contester et tout de suite le rebaptiser le Ministry of Truth, ce qui est quand même de sinistre mémoire. Mais j'ai trouvé ça assez frappant. Bon, c'est une petite anecdote. Deuxième chose, sur ce qui se passe aujourd'hui, je crois que ça fait déjà un bon mois que Twitter a annoncé qu'il allait ralentir les publications du gouvernement russe. Et je trouve que ça nous renvoie typiquement à cette sorte de dilemme que nous avons entre l'État d'un côté, l'initiative des plateformes de l'autre. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est une plateforme privée qui prend la décision de ralentir, pas de bloquer, mais de ralentir fortement la communication d'un gouvernement souverain, quel qu'il soit. Et donc là, je crois que je n'ai pas la solution à ce problème, mais qui est, à mon avis, probablement le plus important. Merci. J'ai une autre question de Sabine Soreguer. Pour faire écho au problème de la rapidité de la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, est-ce que cette temporalité n'est pas en contradiction avec le temps judiciaire qui est plus lent? Est-ce qu'on n'a pas finalement des acteurs publics et des juges qui courent après l'évolution des technologies et des pratiques? Qui pourrait répondre sur cette question? C'est sûr que, en tout cas, la gestion par les tribunaux des délits de presse, typiquement, a abouti traditionnellement à des méthodes extrêmement fines, à une forme d'herméneutique extrêmement réglée, à des méthodes de prise en compte du contexte qui supposent la mise en œuvre de toute une procédure dans l'ensemble de conditions, notamment, on parlait tout à l'heure, la distance temporelle par rapport à l'événement. Et que quand on considère la tenue de procès des mois ou des années après, sur des jours ou des semaines, mettant en œuvre des méthodes herméneutiques très variées, on voit bien que c'est une forme de procédure ou d'arbitrage qui ne peut pas répondre à une demande sociale d'évaluation et de suppression potentielle quasi immédiate qui porte sur les milliards de messages postés, les centaines d'heures débités sur YouTube à chaque minute. Enfin, c'est impossible de généraliser ce type de procédure à l'échelle de communication qui est impliquée par les plateformes en ligne. C'est ce que disait tout à l'heure Dominique à propos du caractère inéluctable du recours à des formes d'intelligence artificielle, la question algorithmique. La question, c'est comment les rendre moins idiotes si elles peuvent l'être. Parce que là, évidemment, le risque de surrégulation ou de mauvaise régulation est complètement abyssal. Merci Charles.
on a vu au fil de plusieurs interventions que finalement l'Union européenne, d'une certaine manière, est un peu en pointe sur cette question de régulation des réseaux sociaux, a fait voilà, un peu défriché la question avec le RGPD. Elle essaye d'être mieux-disante pour des questions de protection des consommateurs, mais aussi une certaine conception peut-être aussi des droits et des valeurs. Mais ma question, ça serait quelle est la capacité de l'Union européenne à imposer ça aux GAFAM? On a vu qu'en matière fiscale, on se heurtait très vite à des menaces de la part de ces sociétés. Par exemple, Mark Zuckerberg qui a menacé de fermer Facebook en Europe si, d'une certaine manière, on essayait de lui faire payer trop d'impôts. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des difficultés similaires si on a des réglementations qui semblent trop contraignantes aux opérateurs des réseaux sociaux? Qui s'y colle? Mais moi, je veux bien dire deux mots. Pour Facebook, ils agitent la menace. Il y a eu aussi, quand on lui a dit qu'il n'allait plus transférer de données aux États-Unis, où il a dit on n'opérera plus. Bon. Non, ce qui se discute beaucoup sur le paquet législatif qui est en cours d'adoption, c'est-à-dire Digital Markets Act et Digital Services Act, c'est effectivement la possibilité que l'on a de faire effectivement respecter toutes ces dispositions. Beaucoup disent, vraiment, c'est des choses dont j'entends parler tous les jours en ce moment, c'est-à-dire que la Commission n'est encore pas armée en termes d'effectifs pour s'assurer du respect de ces législations et que même au niveau des autorités nationales, on n'est pas encore complètement équipé parce que ça implique quand même des enquêtes longues, des investigations très poussées et des très bonnes compétences techniques. Et voilà. Et donc là, on a un vrai sujet et beaucoup prennent en exemple ce qu'il s'est passé et ce qui se passe avec le RGPD, qui pose encore aujourd'hui d'assez gros problèmes de mise en œuvre. Mais c'est institutionnel, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup le choix. Voilà, cette gestion au niveau des États membres qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins vertueux. Pour le RGPD, l'autorité irlandaise a été très, très fortement mise en cause pour son laxisme et sa lenteur. Donc là, c'est un très, très gros enjeu qui, à mon avis, est avant tout un enjeu vraiment d'avoir les moyens de faire respecter ces législations, et puis avec un lobbying absolument intense de ce que je comprends, c'est féroce ce lobbying. Merci. Quelqu'un d'autre? Pour ajouter, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Florence, peut-être pour ajouter un petit mot pour dire que quand même le travail de régulation que mène l'Europe, alors avec le retard évidemment sur les pratiques et sur etc., est quand même regardé partout dans le monde comme étant la pointe avancée de beaucoup de directions. Hein. Florence ne nous a pas complètement raconté aujourd'hui les débats absolument abscons et ridicules que les Américains ont autour de la section 230, mais et il y a beaucoup de juristes américains qui regardent les législations européennes avec curiosité et vraiment avec un intérêt fort. Alors elles sont complexes, elles sont difficiles à mettre en œuvre. C'est vrai que les raisons, les conditions d'une mise en œuvre réelle d'un audit par les autorités de régulation des plateformes, c'est un défi très complexe. C'est un défi d'ailleurs qui s'adresse à nous aussi, les chercheurs, parce que je pense que les régulateurs ont besoin d'une société civile et de chercheurs pour arriver à procéder à ces vérifications. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent et les plateformes, alors il y a le dossier, c'est toujours compliqué dans le débat de régulation, c'est qu'il y a la question de la fiscalité. Là, mais un peu comme partout, hein, là, on n'y arrive pas. Voilà. Mais on n'y arrive pas pour le numérique comme pour le capitalisme en général. Mais en revanche, sur plein d'autres sujets, les plateformes font de lobbying, elles ont des leviers très importants sur les acteurs publics, mais elles plient. Hein, elles ont plié sur le RGPD, elles ont plié sur les droits voisins là, récemment pour l'Europe. Et moi, je pense que pour le DSA, elles vont mettre en place, elles savent faire, elles vont mettre en place toute une série de réponses. Elles le font déjà pour l'instant de façon très insuffisante, mais elles répondent tous les ans à un questionnaire qui leur est adressé par le Code of Practice et elles doivent
visibles des rapports sur toute une série d'activités où les questions deviennent de plus en plus précises sur ce qu'elles font. Et bon, voilà, c'est, je pense, le début d'un processus de régulation qu'il faut amplifier. Merci beaucoup, Dominique. Il nous reste quelques minutes. Alors, je suis vraiment navré. On a commencé très en retard en raison de soucis techniques dont je tiens à m'excuser. Voilà, c'est les enjeux de la communication en ligne. Je vais peut-être repasser la parole à chacun d'entre vous pour 2 minutes pour nous dire quels sont les enjeux les plus importants à votre idée pour la régulation des réseaux sociaux dans les années qui viennent. Charles. Vous n'avez pas votre micro. Je vais peut-être botter en touche sur cette question parce que je voulais réagir à ce qui a été dit juste avant et à la question précédente. Alors, ce n'est pas sur les moyens concrets, les leviers, etc. Les conditions de réussite de ce genre de projet régulateur dépendent quand même beaucoup, ultimement, du type de soutien politique qu'il peut trouver dans les différentes régions de l'opinion et de la société. Et il y a quelque chose qui est quand même très frappant si on regarde le cas américain, c'est qu'on voit à quel point le pouvoir considérable amassé par les plateformes tend à modifier quand même les lignes politiques et les lignes de clivage sur la question de la liberté d'expression. L'une des évolutions très frappantes de ces dernières années pour moi, c'est de voir des figures dans le monde judiciaire, politique et au-delà plutôt conservatrices, très attachées à une vision de la liberté d'expression plutôt libertarienne, fervent défenseur de la State Action Doctrine, donc de l'idée qu'en fait la liberté d'expression c'est seulement un problème quand c'est l'État qui censure, on ne peut pas intervenir dans les actions privées pour protéger la liberté d'expression des autres. Faire des entorses ou admettre des exceptions à ces différents principes dans le cas de la régulation des plateformes privées. Alors ça peut s'expliquer de différentes manières, notamment par la perception que certains milieux conservateurs ont, probablement entièrement à tort, qu'il y a une sorte de biais gauchiste, ou progressiste ou libéral systématique. Mais on trouve jusque dans des décisions du juge Thomas, ultra-conservateur à la Cour suprême, des remises en cause du pouvoir discrétionnaire exercé par les opérateurs de plateforme et ou chez des juristes, chez des figures comme Voloc par exemple, des remises en cause du pouvoir discrétionnaire exercé par les plateformes du point de vue de la liberté d'expression et une sorte d'ouverture à l'idée qu'il pourrait y avoir pour le coup un fondement pour une intervention de l'État en la matière. Alors, ça ne veut pas dire que ça aura des effets et je ne prétends certainement pas prédire l'évolution de la conception du premier amendement aux États-Unis sous l'influence de ce phénomène, mais c'est très frappant quand même. Merci Charles. Dominique, le mot de la fin sur les perspectives de la régulation ou sur autre chose. Moi, j'aurais envie de demander à Charles si cette tendance qu'il observe là n'est pas la conséquence du fait que quand même les décisions qu'ont prises les plateformes ces dernières années, la fin du mandat Trump, etc., a été tellement soutenue par les démocrates et que du coup c'est une de ces effets. Parce que moi, voilà, je ferai une liste très longue et en même temps pas très sérieuse sur la régulation. Moi, j'ai quand même une inquiétude sur le fait que les démocrates ou la gauche quand même devient un espace de production, de demande de régulation très, très fort. Voilà. Moi, j'ai vraiment une inquiétude là-dessus du point de vue de la liberté d'expression, mais je crois que je l'ai dit. Alors moi, j'ai d'autres enjeux sur la régulation qui me semble être une chose importante. On en a peu parlé, mais on a fait comme si Facebook, Twitter, TikTok, c'était des espaces publics. Ça l'est grandement, voilà. Et c'est parce qu'on considère que ça l'est que les exigences de régulation apparaissent, comme Charles l'a bien expliqué. En même temps, ça l'est pas complètement. Voilà. Et donc, en réalité, il me semble qu'il y a un espace très central en fait dans la régulation qui est le design des plateformes. Et du coup, qui ne s'occupe pas de la régulation de celui qui parle, mais de celui qui reçoit l'information. Et donc, en réalité, il y a énormément de choses à inventer, non pas sur ce que je dis, mais sur ce que je vois et à quoi je suis exposé. Et là, évidemment, on le voit déjà dans le design des plateformes. On peut protéger des safe space. Il y a un brave space qu'il faut protéger parce qu'il est lié aux fondements centraux de la liberté d'expression. Il doit être brave et courageux. Mais on peut donner aux utilisateurs des possibilités d'avoir un espace protégé, safe. Et on peut demander sur Twitter à ce que des gens qui ne sont pas abonnés à mon compte répondent à mes commentaires. Donc, c'est des toutes petites choses de design
qui sont faites. Et il me semble que notamment dans toutes ces nouvelles sensibilités au discours de haine, à l'irritation, la brutalisation du débat, etc., dans lequel des mesures d'interdiction fortes qui sont parfois un peu encouragées et puis qui sont soutenues par les algorithmes idiots qui du coup effacent à partir de mots-clés, etc., il serait préférable en fait d'offrir des architectures plus souples et d'une certaine manière plus adaptables en fait à chacun, de l'espace d'exposition à l'information pour ne pas avoir à entrer dans un débat sur l'effacement de certains contenus. Voilà, enfin, en tout cas, moi je trouve une direction de recherche et de réflexion importante dans ce débat. Merci pour cette vision, je dirais, optimiste de l'avenir. Florent Xel. Alors moi, juste 2 points. L'un pour rebondir sur ce qu'ont dit Charles et Dominique. Moi, j'ai été très frappée de voir l'hiver dernier, au moment où ce qu'on a appelé la déplatformisation de Trump est intervenue, de voir à quel point les démocrates et plus largement les progressistes justement défendaient la State Action Doctrine justement et insistaient très lourdement sur le droit discrétionnaire des plateformes de prendre leurs décisions et donc du néologisme déplatformiser Trump. Et donc, j'ai vu passer des articles et des contributions disant oui, les plateformes, etc. Et alors, ce que je trouve l'ironie du sort, c'est que j'ai lu il y a peut-être 4 jours dans le Washington Post un édito qui dit ah bah oui, mais maintenant que c'est Elon Musk qui décide, et ben finalement, tout le monde est en train de finalement ne plus avoir exactement les mêmes analyses. Et donc, je trouve que ça illustre quand même assez fortement cette espèce de système dans lequel on est enfermé, où des plateformes privées, qui sont quand même des entreprises qui recherchent le profit, prennent des décisions absolument majeures. Et donc, j'en viens à mon deuxième point, parce que moi, c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il me semble et Dieu sait que je suis juriste et que c'est mon métier, mais que la sanction judiciaire, elle arrive 10 fois trop tard, c'est-à-dire qu'on a la décision de modération de la plateforme, ou pas d'ailleurs, on a la contestation, etc. Tout ça arrive vraiment loin, et on n'a pas la faculté de réaction qu'il faudrait, parce que c'est le design de la plateforme qui compte, et notamment la manière dont les algorithmes vont promouvoir certains contenus. Et donc je me dis, mais en fait, pour arriver à sortir de cette impasse où ce sont finalement des décisions verticales des plateformes qui l'emportent, comme le montrait Francis Hogan, il faut qu'il y ait des tiers. Alors l'idée que les chercheurs vont pouvoir accéder aux données et savoir beaucoup plus ce qui se passe, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il y aurait moyen, tôt ou tard, de voir des tierces parties véritablement intervenir sur le design, et ça fait partie des questions que je me pose. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à la gouvernance des plateformes, à la manière dont les utilisateurs peuvent être beaucoup plus associés à cette gouvernance? Et donc, je sors un peu de mon périmètre habituel, mais ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis en ce moment. Merci beaucoup, Florence, pour ces propos. Merci à tous les trois très chaleureusement d'avoir participé à cette table ronde. Encore désolé pour les petits ennuis techniques du début. J'ai trouvé les débats d'une densité remarquable. Cette table